mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière du mois sacré de Ramadan. Et oui, l'Aïd, c'est dans 2-3 jours à peu près, voilà. Et aujourd'hui, nous parlons de Ramadan, Ramadan qui nourrit les âmes et renforce les liens familiaux. C'est le thème du jour. Alors Ramadan est un moment, le mois sacré de Ramadan est un moment où les valeurs familiales prennent une place centrale, où les liens entre les membres de la famille sont renforcés, où la solidarité est intensifiée. À l'approche de l'Aïd Sghar, ces liens même sont célébrés, consolidés, symbolisant l'importance de l'unité et la générosité au sein de la société. On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Madame Ibtissam Boussiri. Vous êtes sociologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravie d'être parmi vous comme d'habitude. Merci. Avec nous, Dr Fatima Zouhra Mslouh. Vous êtes nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et avec vous, on va surtout parler de l'Aïd et des gâteaux de l'Aïd qu'on mange un petit peu partout chez tous ceux qu'on passe. Et à ce moment-là, il faut faire quand même attention à notre alimentation. Oui, tout à fait. Très bien. Et bien sûr, Samira Hadjamar. Bonjour Samira. J'ai cru que tu m'avais oublié. Mais non, pas du tout. Jamais. Bonjour à tous. Bonjour Monia. Ravie d'être avec toi, avec les invités. De même pour nous. Alors aujourd'hui, tu nous racontes l'histoire d'une... Alors d'une reine oubliée, c'est la reine Cléopâtre Sélénée II. Alors, c'est une reine, on va dire, algérienne, puisqu'elle est enterrée dans le tombeau de la chrétienne, qu'elle a une histoire, on va dire, passionnante, fascinante. Voilà, je dis un peu, non? C'est la reine, non, après. Après. On en parlera un petit peu plus après dans ta rubrique Les Odyssées de Samira. Et tout de suite, nous allons parler, bien sûr, de nos liens familiaux. Déjà, pendant le mois sacré de Ramadan, on se rapproche plus de nos membres de la famille. C'est l'occasion de voir encore plus nos parents, parce que pendant l'année, on est happé un petit peu par notre vie qui va à 200 à l'heure. Le travail, les enfants, même quand il n'y a pas d'enfants, c'est le travail, les tâches à faire, beaucoup de choses à faire à la maison ou à l'extérieur. Et puis Ramadan, on se reconcentre un petit peu sur la famille, on se dit c'est le moment de revoir les familles, c'est le moment de revoir les proches, de penser à ceux qui sont dans le besoin aussi. Donc Ramadan, c'est la symbolique du mois sacré de Ramadan. Absolument. Oui. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, Ramadan, en Algérie, c'est très spécial. Et ça, beaucoup de monde le remarque, le constate. On a des étrangers, pas forcément des Occidentaux, même des Maghrébins, des pays arabes qui viennent ici, ils nous disent vraiment, on sent l'ambiance du Ramadan. On sent cette solidarité, on sent cette aide, on sent cette main tendue. Vraiment, on sent cette ambiance. Et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant au Ramadan, c'est que pendant le Ramadan, c'est qu'on va changer d'habitude. Maintenant, avec la modernité, peut-être les parents qui travaillent, peut-être les enfants qui sont étudiants, etc., on a tendance à ne pas se croiser. Dans certaines familles, il est même rare de se retrouver en même temps autour d'une même table. Maintenant, pendant le Ramadan, on va changer d'habitude, on va se retrouver forcément autour d'une même table. Et ça fait vraiment plaisir. Et surtout les enfants, quand on leur inculque ça. Moi, je vois par exemple ma fille, elle est tellement contente. Oui. Elle me dit le ftour, elle participe, elle pose la table, etc. Oui. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se retrouver. Oui, pour les enfants, c'est un petit peu particulier parce que d'habitude, tous les jours, on met la table, on mange et puis voilà, on a fini. Mais là, le Meidat al-Ftour aussi n'est pas comme les autres Meidats. Exactement. Et puis, elle est décorée. Personnellement, je vais vous raconter ça. Ça m'est arrivé justement au premier jour du mois sacré de Ramadan. Donc, j'ai posé une belle table, j'ai mis les belles nappes, voilà, j'ai sorti la belle vaisselle et tout ça. Et puis mes filles, papy, mamie viennent aujourd'hui. Voilà. C'était automatiquement ça. Alors, elles étaient un petit peu déçues de savoir que les grands-parents n'allaient pas venir ce jour-là, mais le lendemain-ci. Mais elles ont compris que c'était spécial. Exactement. Voilà, il faut leur inculquer ça dès le jeune âge. Et justement, le Ramadan, c'est vraiment une opportunité pour inculquer la solidarité et le sens de la famille aux enfants dès leur jeune âge. Parce que s'ils s'habituent, dès qu'ils sont petits, à se retrouver comme ça en famille, même avec les voisins, n'oublions pas les voisins, c'est très important. Donc voilà, avec toute l'ambiance autour, donc les petites décorations et tout qu'ils vont rajouter à cela, ils vont grandir avec ces liens familiaux. Ça, c'est vraiment important. Et cette tradition qu'ils vont perpétuer avec leurs enfants. Exactement, avec leurs enfants, donc avec les générations qui vont suivre. Et puis, il y a quelque chose qui est important, on va apprendre aux enfants à faire le premier pas. Parce que le Ramadan, c'est aussi l'occasion de faire le premier pas. Je n'attends pas forcément que mon voisin vienne, par exemple, qui m'a il vient me donner quelque chose, ou bien qu'un membre de la famille m'invite, c'est moi qui fais le premier pas. Et si je fais le premier
connaît pas, ça va vraiment donner un autre sens à ces liens familiaux. C'est très important. C'est très important de garder les liens, surtout que la famille d'aujourd'hui, c'est la famille nucléaire. On se retrouve papa, maman et les enfants. Souvent, les familles sont plus réduites qu'avant. Avant, on avait une grande fratrie. Voilà. En ce moment, c'est plus 2, 3 pour les... 3, c'est famille nombreuse déjà voilà, pour certains. Pour nous, 3, c'est famille nombreuse. Exactement. Oui. Donc du coup, mais ça n'a pas changé la situation. On se retrouve toujours avec nos proches. Il y a même ceux qui sont établis à l'étranger qui prennent justement le mois sacré de Ramadan comme occasion pour venir justement partager ce moment avec leur famille parce que c'est sacré aussi. Oui, c'est sacré. Et puis c'est vrai, Mounia, vous avez parlé de Ramadan bin Barh voilà, entre hier et aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, c'était un peu plus facile de se retrouver parce qu'on vivait déjà dans la même maison. Maintenant, ça a un peu changé, mais je dis toujours que, en fait, c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous d'utiliser les nouvelles technologies aussi, tout ce qui est WhatsApp, Viber, etc., pour se retrouver. Donc, il y a toujours mille et un moyens de se retrouver en famille. Vraiment, il ne faudrait pas que, justement, ce changement social, le fait de passer de la famille étendue vers une petite famille ou la famille nucléaire, ce changement social ne devrait en aucun cas être un frein. Au contraire, donc justement, on a mille et une occasions dans Ramadan, justement. Justement, maintenant qu'il y a une petite famille, il faut avoir plus d'occasions de se retrouver tous ensemble. Il faut créer ces occasions. Il faut créer ces occasions. Voilà, exactement. Et puis on reçoit la belle-mère avec plus de plaisir. Voilà. Il y a moins de problèmes, il y a moins de... En fait, il faut... voilà, je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, on sait bien que les relations humaines sont complexes. Les relations sociales sont complexes. Ce n'est pas toujours linéaire, ce n'est pas toujours évident. Ramadan, c'est l'occasion de se dire, quelle que soit la forme des relations que j'ai avec cette personne, c'est justement l'occasion de consolider les liens, l'occasion un peu de calmer les choses, l'occasion d'aller vers l'autre. Voilà. Et c'est justement, Ramadan, c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi pour aller vers les autres. Aller vers les autres et puis demander pardon. Voilà, bien aussi. sûr. C'est l'occasion de on le peut faire demander. Exactement. Ben justement, on va, comme vous l'avez si bien dit, docteur, on va lier ça au côté spirituel. Quand on est fort spirituellement, quand on est proche de Dieu, ça devient beaucoup plus facile d'entretenir de bonnes relations, de demander pardon, etc. Et c'est justement là la force de Ramadan, parce qu'on prend plus le temps de méditer, on prend plus le temps de se rapprocher, de prier, de méditer, etc. D'apprentissage aussi, d'apprentissage, exactement. Et c'est beaucoup plus évident de se remettre en question et d'aller vers les autres, plutôt que, on va dire, dans les autres mois de l'année, on est plus pris par le travail, par le très quotidien. Là, non, on est un peu obligé de se remettre en question. Et c'est ça qui est bien. Et c'est aussi ça qu'il faut inculquer aux enfants, parce que c'est bien la grande table, les décorations, etc., c'est bien. Mais vraiment, le côté spirituel, le travail sur soi, le fait d'aller vers les autres, c'est quelque chose qu'on peut inculquer aux enfants dès le jeune âge. Exactement. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est un micro-trottoir que nous propose notre journaliste Lamia Belbouda. Elle est descendue, voilà, à la place Audin, tout simplement. Elle a vu des passants, elle leur a demandé alors Ramadan, l'Aïd, comment vous faites, avec qui vous le passez, et puis on voit ça et on revient, n'est-ce pas, mesdames? Oui, bien sûr. Très bien. Je le dis toujours, même Sahabil Tma, mes amis et tout ça et tout, ils me disent ça fait 20 ans que je suis pas venu en Algérie et tout ça, où je et tout ça, je lui dis, t'as une famille, t'as une grand-mère, t'as un grand-père, نقول له علاش ما تروحش تو سا باك سي الرحيم سي كوا قلت له عند ربي بلو تار تخلصها كيروحوا الوالدين هما الله يرحمهم ويوسع عليهم هما اللي كانوا يعلمونا بهاد العفايات هذوما انا نشوف بكري انايا كان الشيخ الله يرحمه كي لحق العيد هو سيتي لو بلو جون يحكمنا يخرجنا كنا نخرجوا وين نروحوا نزور خويا كبير عليه كانت كيما نقولوا احنا كانت حاجه واحده ثاني كنا قراب ماشي كيما دوك بكري كنا قراب كيما نقولوا احنا في ميسوني شكون في كلوزالي شكون في شامانا في شكون ودوك راهم طرفهم كل واحد وين راح مع الضيق ومع هذاك الدنيا واحد راه في برتوته واحد راه في بالخادم واحد دونك الناس ولات كيما شنو لو موين بلي فاسيل تليفون ولينا شغل نشوفوا بالتليفونات وراحت هذيك المحبه وهذيك كيما نقولوا ديك الغيره تاع الفاميليا وديك شغل الحسد
Ça fait belle lurette maintenant, ça fait depuis que j'ai perdu ma mère, ما جيتش جوزت رمضان مع la famille et tout ça. راني مع خويا ربي يشافيه ان شاء الله. Et Ramadan c'est quelque chose en Algérie. عندي اختي في البليده نروح ليها تجي لينا ما عندهاش بزاف ملي جات لينا. لا هذا الانقطاع صله الرحم يقولوا له في الاسلام من كبائر الكبائر. كاين 12 كبائر منها صله الرحم. انسان لا ما راحش لخوه ولاخته كيعود يموت الروح تبقى له حوالي اسبوع باش تخرج. هو يتعذب وهي طالعه وهابطه. يعني شيء لا يطاق، شيء عذاب الله شديد كما يقولوا. ما لاش حاجه سهله ولا هذيك. في الاسره كاين اللي نورمال يستقبلوا وكاين اللي ما يستقبلوش يكذبوا، كاين يكذبوا يقول لك ما كاش منا. Je les incite à visiter la famille, les membres de la famille, que ce soit lointain ou proche. J'essaie toujours de leur montrer le côté positif de ces visites, surtout pendant le mois de Ramadan. Et des fois, on trouve une résistance de ces enfants. Peut-être ça dû à, je sais pas, peut-être à la réalité sociale, peut-être à la socialisation, peut-être manque de programmes scolaires qui n'incitent pas les élèves, l'enfant à faire ce genre de tradition. انا عندي ولاد اختي الحمد لله متهلين فيهم بلا باس، وعندي مرت بابا نتحيلها واقفه معنا الحاجه في شرف حاجه نتحيلها واقفه. عندي خوتي عندنا علاقات، عندي العجوز والشيخ موت الله يرحمهم. نقصت بزاف ماشي كيما زمان كانوا القعدات، كانوا العوايد، كانوا كيما يقول لك الاصاله، ماشي كيما كان زمان. دوك ملي دخلت التاني دخل التليفون زاد حطمهم. دوك التليفون تهضر معاه يشوفك على المباشر. دوك كيف يقول لك انا نشخى وكاين تليفون علاه نروح، ما بيمش بلي الاجر راهو اكثر من التليفون. كي تمشي كي تروح لفلان سورتو ولا كان مريض ولا. نقول انا الناس اللي راني نشوف فيهم اشاك فوا سور لي ريزو سوسيو اي تو اللي يضربوا ماليهم، اللي جات لور بارون اي تو سا وينحوا لهم كوارتهم ويرموهم برا اي تو. نقول انا هاد الناس انا جي ريفي دافوار، انا جي بيردو مون بير جيتي جون، ما مير elle a tout fait pour nous, j'ai les larmes aux yeux. Très émouvant. Les parents, les parents sont les piliers de la famille. Oui, les parents sont les piliers de la famille, et puis profitons de ce mois du Ramadan pour nous rapprocher de nos parents. Si on n'est pas proche, on peut utiliser les enfants entre guillemets, parce que vraiment les enfants sont innocents, les enfants vont aller vers les grands-parents, il n'y a aucun souci. Donc, on ramène les enfants et puis on commence avec les enfants et comme ça apaise un petit peu les tensions. On ramène les enfants, mais je vous assure qu'on est tranquille, ils sont là, ils s'occupent de tout. Exactement. Ils s'occupent de lier les relations, ils s'occupent plutôt de renforcer les relations, ils s'occupent de créer une bonne ambiance à la maison. Exactement. Donc vraiment il y a aucun souci. Et puis j'ai aimé le monsieur, il a parlé du téléphone. Il a dit aujourd'hui on téléphone. Maintenant, si la famille est proche géographiquement de nous, on peut aller faire des visites, etc. Si les personnes sont éloignées, on peut utiliser le téléphone, il n'y a pas de souci. On peut utiliser les nouvelles technologies. C'est juste qu'il faudrait les utiliser à bon escient. Par exemple, si vous savez, il y a les cartes là, Sahar Ramadan, etc. Donc on reçoit sur Messenger, sur WhatsApp et tout, plein de cartes. Maintenant, ça serait bien d'envoyer des messages personnalisés, pourquoi pas. Au lieu d'envoyer un message groupé pour tout le monde, Sahar Ramadan comme voilà. Dépersonnaliser, c'est beaucoup mieux. Oui, parce que Ramadan, on a besoin que l'autre personne sente qu'elle est spéciale pour nous, qu'on lui souhaite à elle bon Ramadan, qu'on s'adresse à elle. Donc c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire. Mais là, on se dit, quelle est ma priorité pendant le Ramadan? Est-ce que ma priorité, c'est passer des heures dans la cuisine? Ou bien est-ce que ma priorité, c'est de me rapprocher de ma famille? Donc oui, on peut passer un petit moment en cuisine, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis ravie quand on m'invite. Voilà. Je ne fais pas la vaisselle, je pense bien. On ne fait pas manger, on est tranquille, c'est vrai. Mais voilà, il faudrait être dans cette réflexion que moi, ma priorité pendant le Ramadan,
Carrément, on peut carrément faire un calendrier. Cette semaine, c'est ma tante, cette semaine, c'est mon oncle. Voilà, comme ça, on ne va pas se laisser dépasser par les journées cuisine, enfants, etc. Et juste, on rentre dans une routine, justement. Cette routine, oui, il faut qu'on rentre à telle heure, il faut qu'on fasse à manger. Ensuite, oui, mais demain, il y a des devoirs, il y a ceci, il y a cela. Donc, on rentre dans une certaine routine qui fait qu'on ne se donne plus le temps de vivre, tout simplement, ce mois, mais on le subit en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je parlais de priorité, parce que c'est vrai qu'en Algérie, voilà, dans notre société, on est généreux, on aime bien faire plaisir, on aime bien que la table soit bien mise, ce qui est très très bien. En même temps, il ne faudrait pas que ça soit une pression pour nous et qui nous empêche justement de réfléchir au Ramadan et vraiment d'aller au plus profond, l'essence même du Ramadan. Exactement. Donc vraiment, et c'est bon, j'invite également les hommes à mettre moins de pression. Et mettre la main à la pâte. Pourquoi pas mettre la main à la pâte, ça dépend, parce qu'il y a des hommes, quand ils rentrent en cuisine, ils mettent la pression. Bon, voilà, donc un peu s'entraider, être moins exigeant, voilà, et vraiment comprendre que le Ramadan, quand on invite une personne, on n'a pas forcément besoin que tout soit parfait, on a juste besoin de cette convivialité, on a besoin de tisser des liens, on a besoin d'inculquer des valeurs aux enfants. Il faudrait vraiment, vraiment se focaliser sur ça. Exactement. Et je voulais aussi revenir sur les parents, l'importance des parents, parce qu'on l'a vu dans les témoignages. Oui, mais depuis que les parents ne sont plus là, on ne se réunit plus. On a l'impression que c'est le parent qui fait réunir toute la famille. Et il y a beaucoup de témoignages qui reviennent dans notre entourage comme ça, où on nous dit, oui, depuis le décès de ma grand-mère ou depuis que ma grand-mère est partie, voilà, la famille ne se rassemble plus comme avant, parce que la personne qui rassemblait tout le monde n'est plus là. Est-ce qu'il faudrait que peut-être la personne, le fils ou la fille aînée prenne le relais? C'est vrai que quand les parents partent, ce n'est plus la même chose. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est à nous de faire le premier pas. Cette ambiance du Ramadan, ces liens familiaux, on a une responsabilité dessus. On peut la créer. Il suffit juste de faire le premier pas. Voilà, ça peut être la grande fille ou le grand frère, mais ça peut être n'importe quelle personne de la famille qui va un peu se charger, entre guillemets, de rassembler la famille. En général, c'est celui qui a plus d'espace à la maison, peut-être une plus grande maison. Voilà, d'espace à la maison et d'espace dans le cœur aussi. Voilà, voilà, parce que ça demande beaucoup de travail sur soi, comme ça demande aussi de la logistique, un peu réunir tout le monde, appeler tout le monde, ça demande de la patience et un travail sur soi. J'insiste sur ça, vraiment se dire, si je fais le premier pas, j'ai beaucoup à gagner. Si je me dis non, Flan ou Fultan, celui-ci il aurait dû m'appeler, c'est lui le grand de la famille, c'est lui ceci, cela, là on ne va jamais s'en sortir. Par contre, si moi je me dis, si je fais les premiers pas, c'est tout bénéf pour moi. Donc pourquoi je ne ferai pas le premier pas? Et ça donne, franchement, moi parfois je vois mon voisin qui est, voilà, parce que je parle du voisinage, c'est important. Il y a les parents, il y a les voisins, donc je vois le voisin, sa porte est fermée, c'est pas la peine que j'aille voilà, chez lui. Donc non, moi je fais le premier pas, je vais voir mon voisin, je vais voir mes parents, je vais voir mon frère, je vais réunir la famille, c'est très important. Exactement. Et justement, après le mois sacré de Ramadan arrive le jour où tout le monde est content et tout le monde est heureux. Et ce jour-là, on le prépare, surtout la dernière semaine. Là, on est en plein préparatif, c'est dans 2-3 jours. Et puis, on pense justement à l'Aïd, à cette fête qui réunit encore plus les voisins, parce que c'est les voisins qu'on voit en premier. C'est les voisins. C'est les voisins qu'on voit en premier. Et puis, il ne faudrait pas, encore une fois, moi, je vais vers mon voisin. C'est une occasion de renforcer les liens parce qu'il faut savoir qu'en société, il y a une certaine appréhension. Surtout quand il y a un nouveau voisin. Je ne sais pas s'il est bien, s'il n'est pas bien, s'il va y avoir des problèmes entre nous, etc. Donc là, c'est vraiment l'occasion un peu de calmer les choses, de rassurer l'autre personne qui habite avec nous, oui, carrément avec nous. Puisque voilà. Et d'avoir cette compréhension de ce qu'est le voisinage et de ce qu'est le bon voisinage. Et bien entendu, si on profite du Ramadan et de l'Aïd qui est dans quelques jours, cela ne veut pas dire que ça ne va pas continuer tout au long de l'année. Au contraire, le Ramadan, c'est quoi? C'est un nouveau souffle pour un peu donner de l'élan, renforcer les liens familiaux et pour partir avec de bonnes bases pour la nouvelle année. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et juste, vous avez parlé, Mounia, de l'Aïd.
c'est un peu le même problème qui peut se poser. L'Aïd, on est fatigué, la journée on va cuisiner, le soir on va préparer les gâteaux, il faut acheter les vêtements pour l'Aïd, etc. Si on ne l'a pas fait au début du Ramadan. Voilà, maintenant il ne faut pas oublier que l'Aïd, c'est aussi une opportunité d'inculquer des valeurs à l'enfant. Oui, pourquoi pas ne pas ramener les enfants en cuisine, partager en fait les préparatifs ou bien une partie des préparatifs des gâteaux, parce que partager tout ça reste mais les enfants adorent préparer, mettre la main à la pâte, on leur donne une petite boule et oui, je la façonne et je la mets au four. Et en même temps, leur faire passer des messages. Voilà, on va ramener des gâteaux aux voisins, ça c'est la boîte de mamie et papy, ça c'est la boîte de la tante et tout. Donc on va leur inculquer indirectement ces valeurs dans une ambiance, en jouant, etc. Exactement. Et comment se passe justement le premier jour de l'Aïd chez vous? Alors, l'Aïd, moi je le passe avec la belle famille et c'est un moment que j'adore. Ça fait presque 18 ans que je le passe avec eux et je le passerai tant que je le pourrai, Inch'Allah. Et j'adore, c'est un moment où, bon, le beau-père tout fait l'arhmou, mais la belle-mère tout le jama. Après, c'est tout le monde qui se fait la bise, haïdek, tout le monde est content. Et après, on commence à recevoir. C'est la grande maison où on reçoit pratiquement. Il n'y a pas une personne qu'on ne voit pas le jour de l'Aïd. C'est tout le monde qui passe. C'est tout le monde qui passe. Les 2 jours de l'Aïd, c'est 2 jours vraiment chargés. Très bien. Oui, ça se passe très très bien l'Aïd. Et toi, Samira? Moi, je suis ravie. Je suis ravie de l'Aïd quand le Ramadan se termine. C'est une autre étape, bien sûr, mais je suis ravie. C'est l'occasion de revoir la famille, c'est un jour joyeux déjà. Pendant tout le mois de Ramadan. Et il faut dire, je ne sais pas si ça se passe pareil chez les autres, mais on commence les gâteaux, à préparer les gâteaux bien avant on va dire dans les 15 derniers jours. Voilà, c'est ça. Peut-être 10 derniers jours, selon la température, en fait, s'il fait chaud ou pas chaud. On le fait, donc à la limite, nous, le jour de l'Aïd, on tire la veille déjà, on prépare la vaisselle qui va avec, les nappes qui vont avec. On fait une décoration, on prépare les assiettes de gâteaux. Ça donne envie. Oui. Voilà, et puis on entend les haut-parleurs des mosquées, c'est une atmosphère très très agréable. C'est les louanges à Dieu, et ensuite, comme vous avez dit, la prière, et puis le petit déjeuner. On passe la télé avec la chanson Dali. C'est ça. Je mets qu'un patrimoine d'ailleurs, moi. Oui, on peut pas ne pas l'écouter l'Aïd. Oui, exactement. Donc voilà, il y a des choses ancrées, c'est un ancrage traditionnel dans toutes les familles. Toutes les familles algériennes connaissent ça. Oui. Et puis on est ravis que Ramadan Jazz et que ça s'est bien passé. Exactement. Oui, et Voilà. content de recevoir aussi, de voir les autres aussi. Très bien. Alors moi c'est toujours, je commence par Canal Algérie, j'allume toujours, c'est depuis des années vraiment, c'est une tradition chez moi, mon café. Et puis voilà, je suis ravie, c'est les visites familiales et je suis d'autant plus ravie que j'ai ma boîte, que chaque petite famille me prépare ma boîte de gâteaux. Donc je me retrouve avec plusieurs boîtes de gâteaux. Ce qui est vraiment... C'est pas bon le sucre. Non, mais je congèle, voilà, je congèle. Ça sera costaud. Là, je regarde le docteur. Petit à petit. Voilà. Et puis, Un peu de gâteau avec il y a une petite... Je sais qu'il y a des personnes qui ont une appréhension par rapport à l'Aïd. C'est pas parce qu'on adore, tout le monde adore l'Aïd, mais il y a des personnes qui ont un caractère plus ou moins, qui ont un peu une appréhension de rencontrer beaucoup de monde, de se retrouver dans un seul endroit avec beaucoup de monde, etc. Donc, c'est suivant des caractères. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus introverties, qui adorent en fait discuter avec tout le monde, interagir avec tout le monde. Donc, moi, je dis à ces personnes-là, au contraire, c'est justement l'occasion, l'opportunité un peu d'acquérir des compétences sociales, de savoir un peu, s'habituer à se retrouver dans une grande famille avec beaucoup de personnes et d'interagir. Donc, c'est aussi un travail sur soi. Surtout pour les enfants, surtout à l'âge de l'adolescence, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on est surtout là, non, je ne veux pas y aller, maman, je veux rester dans ma chambre, et je ne veux pas, et je ne veux pas, et je ne veux pas. C'est un passage tout à fait naturel, on comprend tout à fait. Mais alors comment on peut... En fait, je trouve que si l'enfant a été élevé déjà dès son jeune âge, que le jour de l'Aïd, c'est une tradition en fait. Il n'a pas un avis à donner. Et si tu te lèves, tu te fais beau, tu te changes et on y va, on commence.
Oui. Qui mazman, quoi. Voilà. Le papa qui prend son enfant, qui fait le tour de la famille. Exactement, c'est ça. Après, il va même pas se poser la question. Ça devient un réflexe. Automatique. C'est ce qu'on doit faire le jour de l'Aïd. Donc c'est un réflexe, quand vous En plus, l'avez il dit. revient et avec les puis, poches pleines. Voilà. Et puis, il faudrait peut-être préparer les enfants et les adolescents, peut-être une semaine avant l'Aïd, un peu les préparer psychologiquement, leur parler, leur dire voilà. Et un peu, comment dire, parler des bienfaits de l'Aïd, parler de si tu vas voir ta grand-mère, ton grand-père, tes oncles et tout, regarde ce que ça va leur apporter. Voilà, donc un peu, c'est une préparation. Et le fait de voilà. savoir qu'ils vont avoir peut-être une petite Voilà, pièce, ça va les encourager. je suis sûre que voilà, il n'y aura pas Les aucun billets souci. maintenant, les Des petites billets. pièces. Maintenant, Avant. c'est les billets, hein, C'est les billets bien. verts. Ah d'accord, moi je suis encore, Voilà. Oui, je c'est suis bien. en retard. Je suis encore en retard. Bah, on peut toujours donner des pièces, hein. Ça peut marcher pour les tout petits. Ça peut marcher tout Les petit. Les de 200 000. Allez. Chez nous, les tout petits, ils ont droit encore aux pièces. L'Aïd, c'est aussi les gâteaux. Oui. C'est aussi passer chez tout le monde et tout le monde insiste pour prendre un café, pour prendre un gâteau. Et puis si on doit avoir plusieurs personnes, donc on va cumuler les gâteaux et les cafés. C'est pas forcément bon pour la santé. Et on va en savoir un petit peu plus avec vous, docteur, dans NutriSavvy. Oui. Tout de D'accord. suite, NutriSavvy. Alors, pendant le jingle, on est déjà à citer les gâteaux tcherek, le makarout. Tous les gâteaux sont bourrés de sucre. On est bien d'accord. Tous les c'est gâteaux clair. Talaïd sont pleins de sucre et c'est difficile de refuser un gâteau le matin Talaïd. Alors, Ça se fait pas. c'est clair, il faut juste savoir que le fait de faire le plein déjà de sucre de bon matin va déjà créer une vraie bataille au niveau de nos intestins. Oui. C'est ça le problème. C'est qu'on va passer la journée ballonnée, on va avoir des maux de ventre, on va avoir des troubles de transit. Et du coup, il faut faire attention juste à ça. Début de journée, je commence pas dès le début de la journée par beaucoup de sucre. D'accord. Alors, il faut savoir que le sucre, il y a certaines composants de sucre qu'on appelle les fats. Nous, c'est des sucres qui ne sont pas absorbés par notre corps. Et une fois arrivés au niveau de notre intestin, les FODMAPs, ils vont être fermentés. D'accord. Donc, ça va dégager des gaz. Et vite fait, on va se retrouver ballonné. On va avoir des douleurs au niveau du ventre. Surtout que notre appareil digestif était au repos pendant plus de 14 heures, une trentaine de jours. Oui. Après, c'est comme si quelqu'un Malmené était... pendant 30 jours plutôt. Voilà. Et puis, Le blues. c'est comme si quelqu'un était en congé. Après, dès sa reprise, il retrouve une pile de dossiers qui l'attend. Oui, Donc, la reprise doit se faire en douceur. progressivement. Tout à fait. Donc, je commence par, je préfère soit le café noir ou le thé, ou encore mieux la tisane, mais pas le mélange café au lait aussi. Oui, parce que le matin, bon, sérieusement, le matin, Talaïd, pour mes amateurs de café, c'est café noir. Pour les amateurs de café au lait, ils sont nombreux. C'est le café au lait obligatoire le matin. Café au lait avec le gâteau préféré, chacun son gâteau, samsa, makarout, Beniwen, bien beniwen sûr. ou autre chose. Oui. Donc, le qa'ada hadik, je pense que tout le monde l'attend. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Et encore, on adore tous avec le qahda ta sabah et le petit café ta sabah, j'adore. Personnellement, j'adore. Oui. Sauf qu'il faut juste éviter de mélanger le café avec le lait. Je Alors, vous dis qu'est-ce qu'on- pourquoi. voilà. Alors, pourquoi? Parce que le café, les tanins du café, la molécule qui est responsable du goût amer du café, en fait, va se lier chimiquement à la caséine, qui est une protéine du lait. Oui. Elle va la gonfler de volume et va la rendre indigeste. Donc, ça va stagner au niveau de notre estomac et ça va nous donner cette douleur. Et on va avoir des maux de ventre très tôt le matin déjà. On va se D'accord. sentir déjà ballonné. Bien avant le repas de midi, hein. Sans parler de le tchouchoura, repas de ça n'a pas midi, encore oui. commencé. D'accord, et de la viande d'agneau, le couscous avec la Couscous. viande d'agneau, tout ce qui suit. Donc, déjà, si j'arrive à éviter ça, ça serait bien. Prendre uniquement son café noir, sans sucre, ou alors sans... Ou sans débuter avec une tisane et ensuite plus tard tout à prendre fait. un 2 heures café, après, voilà. on boire son café. Alors, ça serait bien aussi de prendre un gâteau, mais il faut essayer, par exemple, de savoir préparer, choisir son gâteau. Oui. Essayer de chaque, d'éviter. docteur. Pardon? De chaque. Un de chaque, c'est beaucoup. On va prendre un gâteau, essayer de Mais choisir tout un dépend gâteau. combien de sortes de gâteaux vous avez préparés à la maison.
Au minimum. Bah oui, la plupart des familles ne se contentent pas d'un seul modèle. Oui, c'est vrai. On a minimum 3 à 4 modèles sur table. Donc, Parce que chaque membre de la famille a son gâteau préféré. Tout à fait. Donc, Ça il aussi, faut faire c'est plaisir vrai. à tout le monde. Oui, mais c'est aussi pour offrir. Du coup, on essaye de varier aussi. Mais juste. Il y en a qui font juste halwa taba, hein, je veux dire des gâteaux, Gâteaux secs, secs. on va dire, parce que c'est pas l'Aïd el-Kbir. Non, Non, Aïd non, on fait, c'est Aïd la el-Kbir Kbir, qu'on on fait ne fait pas. pas parce qu'il y a la viande. Ah Mais ouais, la Ramadan, Kbir, on hein. se casse un peu la tête en général. Voilà, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça. Ou alors aussi, commencer par un petit fruit. On va éviter les jus de fruits. Oui, d'accord. D'accord, Les on va jus de éviter fruits. les jus de fruits parce qu'il y a beaucoup de fructose, le fructose. Le ballonnement, toujours. Tout à fait. Donc, il faut savoir quand même gérer le petit repas, le premier petit repas après 30 jours de jeûne. De jeûne. C'est Voilà. pas toujours évident, Tout mais à il faut faire un petit effort pour passer une, Pour que la journée se passe bien. voilà, une Pour journée éviter, agréable. tout à fait, pour pouvoir profiter de sa journée en fait. Et Oui. ne pas finir à chercher des antispasmodiques ou alors un traitement. ou Donc un le carrément matin, d'urgence. un gâteau suffit. Et quand on... Largement. Voilà. Le matin, même le matin, quand on passe chez la famille en général, on passe rapidement et on revient à fait. l'après-midi. Donc Tout à à ce fait. moment-là, on peut toujours refuser un gâteau. Et c'est en général des membres qu'on va revoir après parce Voilà. qu'eux-mêmes ils vont venir chez nous après. D'accord. Donc Un ça verre d'eau, sert à ça rien. ira. Ça sert à rien de se Un bourrer verre de d'eau, bon ça matin. ira. Donc Voilà. on prend un peu d'eau, ça ira. Tout On à est juste fait. passé pour dire bonjour Voilà. pour l'Aïd. Le ftour. Alors, à midi. je Alors, il est midi. Comme je vous ai dit encore, il ne faut pas aller vers des aliments crus, des légumes crus. Souvent, En on fait une général, c'est salade le couscous. premier jour. Oui, il y a, mais il y a en parallèle aussi une salade. Oui. Donc, essayez de prendre cette salade sous forme de légumes cuits. D'accord. Des légumes plutôt, pardon, cuits à la vapeur. Très bien. D'accord? Pourquoi? Parce que ça contient moins de fibres. Donc, les fibres sont être plus faciles à digérer. Donc, oui, contrairement à... Parce que c'est spécial à Ramadan. Attention, c'est un régime qui est faible en fruits. D'accord. Faible en fibres. Fibre. D'accord. Donc, on va essayer de ne pas consommer trop de fibres pour ne pas fatiguer davantage nos intestins, aussi notre appareil digestif. Ouais. On va lui donner tout ce qui est facile à digérer, en fait. Donc, on va éviter tout ce qui est sucrerie, confiserie, gâteaux trop sucrés, et on va éviter tout ce qui est fibres insolubles, comme les fibres des légumes crus. Donc, D'accord. on va prendre des légumes cuits à la vapeur. Par la suite, on prendra notre plat de féculents, c'est-à-dire soit le couscous, soit Soit tchoura, soit rechta. Dobara. Chacun sa tradition. Je ne crois pas qu'ils font dobara le premier jour quand même. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc, c'est en général des pâtes. Une variété Oui. de pâtes en fonction de la région. Oui, Sauf- exactement, le couscous. Ouais. Tout à fait. Il faut juste éviter le hamrnemi, la viande d'agneau, c'est trop lourd. Donc, Poulet. on va essayer d'aller vers le poulet, ou alors ma'lish, la viande de bœuf, ou encore le couscous au poisson, ça serait l'idéal. Oui. Oui, À l'est, du côté de C'est à là l'Est qu'on le fait, oui. oui. Là-bas, ils le font, tout à fait. Et Et juste puis, après, il y a la sieste. La Non, sieste. il faut essayer justement parce que, écoutez, quand on prend beaucoup de sucre, en fait, ce qui se passe dans notre corps, c'est qu'on a des pics d'insuline après. Il n'y a Le pas un pancréas, Algérien qui ne dort pas après le ftour. Ça dépend. La Ça sieste dépend. à l'Aïd. Là, ouais, ça dépend. Ça dépend Des familles entières. du programme. Parce que quand on est très nombreux aussi, ça prend du temps pour manger et puis pour pouvoir ranger par la suite. Et hop, c'est les visites qui commencent. Exactement. Donc, je crois pas que c'est tout le monde qui fasse sa sieste. Mais une Ou petite il y en a- sieste, pourquoi pas? Oui, mais Pas tout de suite après avoir mangé. tout Surtout- à fait. c'est surtout Parce que ça va oui. retarder la digestion. D'accord. En fait, la digestion, c'est un processus quand même qui consomme beaucoup d'énergie au niveau de notre corps. D'accord. Ça prend jusqu'à 40% de l'énergie quotidienne de la personne. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on s'en tient un coup de pompe après le repas. On a besoin de s'allonger, mais on essaie de ne pas dépasser 20 minutes. D'accord. Une petite sieste. C'est pas des voilà. siestes qui durent 2 heures. On n'a pas le temps. Les voisins, oui. La Tout à famille, fait, tout le monde tout à passe. fait. Donc, c'est une C'est courte divisé. sieste, une micro-sieste. Après, c'est le café à l'après-midi. On peut se Alors, permettre ce un café nouveau. de l'après-midi, justement. Ce Oui, café de l'après-midi qui a tendance à durer en longueur jusqu'au dîner. Il y a même des personnes qui ne prennent pas de dîner parce que le café a Parce pris qu'ils trop ont- de temps. Et Au fait, parce que aussi. Hein. oui, discuter, oui. Voir les gens, profiter de ce petit moment pour que ça devienne aussi une tradition. Et puis, c'est des moments où on attend
On attend vraiment ces moments. Par exemple, on se dit, je t'ai pas vu depuis l'Aïd passé. C'est comme des rendez-vous, en fait, l'Aïd. Exactement. On se voit. Moi, c'est mon préféré, le qada de l'après-midi. Le café de l'après-midi, oui, mais c'est mon on n'est pas préféré. forcément obligé de prendre beaucoup de gâteaux sur le qada de l'après-midi. Il faut savoir juste gérer avec le qada. C'est ça qui est difficile, gérer cette tentation, parce que quand la table est bien mise et qu'il y a plusieurs sortes de gâteaux, et puis il y a une personne qui vient avec d'autres gâteaux et une autre qui vient avec d'autres gâteaux, on va avoir plusieurs variétés, donc on a envie de goûter, surtout s'il y a la personne qui ramène les gâteaux préférés. Oui. Et puis il y a le café. Donc on a tendance à reprendre un café avec la nouvelle personne qui arrive. Reprendre encore une fois et les gâteaux. Au fait, même et si tout c'est ça. notre corps qui demande. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a pris une grande quantité de sucre. Oui. Ce qui a fait que le pancréas sécrétait beaucoup d'insuline. Et ça a tout de suite causé une hypoglycémie après. Et on sent le besoin d'en prendre à nouveau. Par contre, si on se retient, on ne va pas sentir ce besoin parce qu'on est rassasié, on n'a pas besoin de le prendre, on le sent. Je peux prendre ma part et par la suite, un autre jour, prendre ce gâteau. Je ne suis pas obligée de manger le tout le même jour et se sentir ballonné et mal à l'aise le reste de la journée. Avec des indigestions aussi en général. Oui. Des indigestions, des troubles de transit aussi, l'alternance diarrhée-constipation le jour de l'Aïd, on le voit aussi aux urgences. Donc il faut juste savoir se dire, je peux manger demain, après-demain, je ne suis pas obligée de manger tout aujourd'hui. Voilà. Puis rappeler peut-être les liens aussi sociaux et familiaux, puisque le premier jour c'est chez la belle-mère et le deuxième jour c'est chez la mère. Oui. Voilà, donc les belles-filles viennent chez la belle-mère et ça fait du monde, elles ramènent des gâteaux, elles sont obligées de montrer leur savoir-faire. Donc ça fait encore des gâteaux, sauf la mtfahmine, donc elle propose à faire une sorte ou deux. Et puis le deuxième jour, c'est chez la maman. En fait, il y a maintenant des recettes de gâteaux healthy. Ça commence un peu à se propager. Oui. Il y a même des pâtisseries qui font des gâteaux healthy. Oui. Allégés, sans sucre, carrément, sans sucre blanc. Donc, il remplace le sucre blanc par autre chose. Et peut-être que justement, l'Aïd, c'est aussi l'occasion de démocratiser cette nouvelle forme d'alimentation. Donc, on n'est pas obligé de subir. On peut jouer un rôle. Nous-mêmes, Alors, en général, les gens font des gâteaux healthy, par exemple, pour des gens diabétiques, des gens malades. On fait l'effort de leur préparer, par exemple, on peut remplacer le sucre blanc. Non, on peut faire des gâteaux juste en remplaçant le sucre blanc, qui est du sucre à 100%, par exemple, le sucre de date. Qui contient un peu moins de sucre et qui contient dans les 100 grammes de sucre de date jusqu'à 11 grammes de fibres. Donc, c'est mieux que le sucre blanc. Sans parler du pouvoir sucrant qui est 3 fois supérieur au sucre blanc. Donc, je vais mettre moins. La quantité serait moindre. Après aussi, je peux remplacer, par exemple, tout ce qui est l'huile par du vrai beurre et ne pas mettre beaucoup. D'accord. Et puis aussi se dire que, les gâteaux healthy, ce n'est pas fait que pour les personnes malades. Ça peut être très très bon. Je pense que le docteur peut nous... un gâteau avec du sucre de date, je pense que c'est très très bon. Donc je pense que c'est une nouvelle façon de voir les choses qu'on pourrait... C'est vrai que c'est bon pour la santé, mais ça reste du sucre, donc il ne faut pas abuser aussi. Ça, c'est important à dire. Il faut aussi que je fasse attention au fait que je pourrais être diabétique et ne pas le savoir. Et en mangeant beaucoup de sucre, je vais déclencher ce diabète. D'accord, je peux être prédisposée à un intolérant au glucose, c'est-à-dire un intolérant, c'est la phase pré-diabète. Et puis qui ne savait pas, c'est pas fait bilanter, il ne s'est pas inquiété. Si pendant le mois sacré de Ramadan, il y a eu des excès, tout à fait, ou c'est une personne qui est soumise à un stress intense par le boulot ou par le quotidien, la circulation, et puis il fait le plein de sucre le jour de l'Aïd, et hop, on se retrouve avec des glycémies élevées, un malaise en fin de journée, il fait son petit dextro, il se retrouve à 4 grammes, 5 grammes de sucre. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'Aïd? On prend 2 gâteaux? Alors, essayez de ne pas dépasser les 3, c'est largement, et en fonction aussi de ce qu'il y a dedans, comme vient de dire. Je ne crois pas que c'est si difficile que ça. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est remplacer par exemple la farine blanche par la poudre d'amande ou le cacao, ce qui rendra aussi le gâteau beaucoup plus léger. Alors le cacao contient aussi des protéines et moins de sucre que la farine blanche, ça permet d'épaissir un peu notre pâte. La poudre d'amande aussi pour remplacer tout ce qui est fond de tarte et aussi ça aide aussi à rendre le gâteau moins sucré. Donc il y a des petites astuces que je peux faire pour, on va dire, profiter de ce moment de partage et de convivialité et puis sans se faire du mal et être malade.
Merci, docteur. Je vous en prie. Et tout de suite, nous allons voyager avec Samira, si vous êtes Petit d'accord. voyage, Voilà. petit voyage, pas grand voyage. Un petit voyage, oui, mais c'est un petit voyage d'une reine oubliée, c'est Oui, ça? de la Voilà. reine oubliée, De la reine oubliée. de Sélénée. Juste après le jingle. Alors, Samira? Alors, il s'agit de la tragique histoire de Cléopâtre Sélénée, célèbre reine, fille de la célèbre reine, fille de la célèbre dernière reine d'Égypte. J'ai réussi à le dire. Fille de Cléopâtre VII, bien sûr, ou Cléopâtre Philpator. Voilà, celle qui était mariée avec Marc-Antoine, le général romain. On a des images, je ne sais pas si elles peuvent passer en même temps. Sélénée, c'est la femme de Juba II. Donc Sélénée, Cléopâtre, Sélénée II est la femme de Juba II. Juba II, c'est le roi de Numidie. C'est le fils d'un roi de Numidie aussi, et c'est celui qui va devenir le roi de Maurétanie aussi. Celle qu'on voit, lui, c'est Juba II. Juste avant, c'était Sélénée. Ce sont des statues du musée de Churchill. Sélénée, elle a un parcours très particulier. On n'a pas énormément de choses sur elle, mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'âge de 10 ans, elle va tout perdre. Elle va perdre jusqu'à presque sa lignée. Elle fait partie des Lagides. Les Lagides c'est la tribu, la dynastie des Ptolémées. Elle est une descendante d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est le conquérant. Le plus grand, le plus connu de l'Antiquité, c'est le roi de Macédoine. Elle est très spéciale parce qu'elle va vivre avec son père, donc Marc-Antoine et Cléopâtre, dans un très beau palais à Alexandrie. Elle va vivre dans le faste, elle va étudier, elle va connaître les sciences. Les profs venaient à la maison, enfin, c'est pas comme les enfants du peuple, voilà. Donc elle va avoir jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans, une très belle vie, à l'âge de 10 ans, elle va perdre ses parents. D'abord Marc-Antoine, parce qu'il va combattre Octave et il va perdre dans la bataille d'Actium. C'est l'une des plus grandes batailles de l'histoire. C'est celle qui a été le plus commentée dans l'histoire, on va dire, de la République romaine. C'est aussi peut-être la dernière guerre civile des Romains. C'est le dernier. Pourtant Marc-Antoine avait avec lui le triumvirat, c'est-à-dire le Sénat, qui le soutenait, et certains comme Octave, donc qui est devenu Augustin par la suite et après la mort de Jules César. il est Mais pour revenir à Sélénée, comment Sélénée s'est retrouvée justement chez nous? Voilà. Donc ses parents vont mourir. D'abord Marc-Antoine, et ensuite Cléopâtre va préférer se donner la mort parce que Octave rentre à Alexandrie. Elle était à Rome. Donc elle sait qu'elle a perdu Marc-Antoine. Et elle sait qu'elle ne voudra jamais se soumettre à Octave. Donc elle va préférer se faire piquer par un serpent, donc un aspic, un serpent venimeux. Donc la petite Sélénée Cléopâtre avait un frère jumeau. Peut-être rappeler que Sélénée est la déesse de la lune, et que son frère Hélios est le dieu du soleil. On est Cléopâtre, reine d'Égypte, est un règne de dieu des pharaons grecs. C'est pas des pharaons arabes, même si elle parlait arabe, même si elle parlait plusieurs langues, le grec et tout. Mais ce sont des dieux, des rois romains, des pharaons. Donc, ce qui va se passer, c'est que Sélénée, à la mort de ses parents, va être traînée avec son frère et son jeune frère, qui va mourir par la suite, au milieu de Rome, et poussant la statue de leur mère, donc Cléopâtre. C'est la plus grande humiliation. On va leur faire subir quelque chose qui est... il faudra les oublier. Ils vont être frappés d'une sentence de l'oubli des souvenirs. On va les effacer de l'histoire. C'est pour ça qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. Et elle, ce qu'elle va faire, elle va être reprise par Octave. Il va quand même l'élever. Il va la marier à Juba II, et
elle va venir s'installer ici à Churchill, donc elle va devenir la reine de Mauritanie. Elle va vouloir se venger, elle va vouloir aussi perpétrer la dynastie des Lagides, des Ptolémées. Des Ptolémées, son fils d'ailleurs va s'appeler Ptolémée, sa fille va s'appeler Drusilla. Ils vont vivre à Churchill et ils vont faire de Churchill l'une des villes les plus, l'un des empires, c'est un empire, hein, voilà, des plus florissants. Elle va avoir ses propres pièces d'or à son effigie. Elle va construire un phare, le phare de Churchill qu'on connaît, le premier dans le monde après celui d'Alexandrie. Elle va essayer elle va construire son palais avec des colonnes venues d'Égypte. Elle va vouloir retrouver ce faste et Churchill va être très très florissante à cette époque et notamment de culture. Elle s'est vengée par la culture et on sait que Juba II était quelqu'un de, on va dire presque un érudit, un savant. Donc ils ont marqué toute l'histoire de la ville avec, en fait c'est elle. C'est elle qui lui a inculqué tout cet amour, cette passion pour la culture. Voilà. Elle est morte en l'an... elle est née en l'an 40 avant notre ère, avant le temps présent, ou ce qu'on appelle Jésus-Christ, et elle est morte, on croit, entre le 3, 4, 5 de l'an... de notre ère. De notre ère, voilà. C'est ça. Elle est enterrée, elle et Juba II, normalement dans le tombeau de la chrétienne, mais au moment des fouilles, ils n'ont rien trouvé. Mais donc, il n'y avait pas, les sarcophages étaient vides. Donc, le lieu existe et c'est l'une des tombes les plus visitées et les plus célèbres d'Algérie, mais pas que d'Algérie, hein, parce que la civilisation romaine, elle est partout, ils se sont étendus dans le monde entier. Donc, voilà. Merci. Ce qu'on peut dire, oui. Je me suis perdue à un certain moment, c'est Ramadan l'arabe, c'est comme ça. Merci Samia, c'est très intéressant. On peut toujours visiter le musée, aller à Churchill pour le musée. Il y a énormément peut-être les statues les plus belles découvertes à Churchill. Exactement. Voilà. Très intéressant. Oui, de connaître parce que d'habitude on s'intéresse qu'au patrimoine, c'est-à-dire l'architecture, comment le tombeau est construit. Les gens vont, d'ailleurs pensent que c'est une chrétienne alors qu'il n'y avait même pas la chrétienté n'existait pas quand elle est née, Sélénée. On ne fait pas le lien avec l'Égypte. Pour moi, c'est l'un des liens peut-être les plus significatifs dans l'histoire, dans la grande histoire du monde. On est relié à des empereurs, des rois, et l'Algérie est on va dire, incontournable. Voilà, dans la grande histoire du monde. Merci Samira. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Exactement. C'est prouvé. C'est passionnant. Passionnant. Merci encore une fois. Merci à vous, mesdames. Un petit dernier conseil pour l'Aïd ? Oui, alors je conseille les gens le jour de l'Aïd, si vous avez bien mangé, il n'y a pas de souci, mais faites une petite marche quand même de 30 minutes. Essayez de faire les visites à la famille à pied si c'est possible. Aussi, ça vous pourrait énormément soulager l'intestin. Merci, docteur Fatima Zohra Mslouf, vous êtes nutritionniste. Merci pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. Madame Ebtissam Bousri, sociologue, merci pour votre participation merci aussi. À vous. Merci Samira pour votre participation. Merci. Et puis, tout simplement. Oui, exactement. Après. Inch'Allah, merci. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie avec Wahida Salimchlef. De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Et tout de suite, place à la rubrique We Share avec Wahida Salimchlef. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alors, ensuite, les derniers jours de Ramadan. Déjà, on reprend on reprend notre quotidien, les 3 émissions par semaine, le lundi, mardi, mercredi, à partir de la semaine prochaine après la Eid, bien sûr. Et justement pour la dernière, avant la Eid, tu nous parles de toujours de la Palestine, bien sûr. Donc, j'ai fait une très, très belle découverte. En fait, je me retrouve chaque semaine à répéter la même phrase. Une belle découverte à un chef de renommée internationale. C'est un chef palestinien. Et juste après le jingle, on va parler de ça. Bien sûr, juste après le jingle. Alors, ma belle découverte, comme je le dis à chaque fois, il s'agit de Fadi El-Qattan. Donc, c'est un chef hôtelier palestinien. Il faut savoir qu'il a fait sa formation à l'international, donc en Europe. Il a fait les plus grandes écoles hôtelières. Il est revenu en Palestine parce qu'il a toute sa famille qui est installée en Palestine. Ils ont leur propre entreprise qui n'a rien à voir avec la cuisine. Donc, c'est une entreprise familiale. Il a dû revenir pour, bien sûr, aider sa famille. Il a travaillé 15 ans avec sa famille et un beau jour, il s'est dit, mais c'est pas ce que je veux. Comme la plupart des jeunes, d'ailleurs, comme la plupart des passionnés, il se dit, c'est pas vraiment ce que je veux, c'est pas ce que je voulais être. Moi, j'ai fait des études concernant tout ce qui est hôtellerie et tout, et je me retrouve à faire quelque chose que j'apprécie pas vraiment, il se sentait pas épanoui. Il a eu la brillante idée d'ouvrir son propre restaurant, son premier restaurant en Palestine. Alors, il a un nom un peu atypique, ça s'appelle Fawda. Fawda. Oui. D'accord. Alors, Fawda, on le voit là sur le marché en train de faire les marché. Courses. Voilà, faire. Et il y a une très jolie anecdote que je vais vous raconter par rapport aux courses. Il a créé son restaurant tout simplement. L'idée principale, c'était de mettre en avant les plats traditionnels palestiniens. Parce qu'il faut savoir qu'avec ce qui se passe en ce moment en Palestine, malheureusement, on ne vole pas que leur terre, on est en train de voler leur culture, leur patrimoine, mais aussi l'art culinaire. On l'associe à l'occupant, ce qui est triste. Mais lui, il a décidé de reprendre les choses en main, de reprendre les recettes palestiniennes, parce qu'il a cette chance et cet avantage de pouvoir les exporter à l'international. Il s'est dit, pourquoi pas, c'est l'occasion de le faire. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repris les anciennes recettes traditionnelles palestiniennes. Lui, il a le savoir-faire, il sait comment dresser les tables. D'ailleurs, j'ai choisi de très, très belles photos. On se dit, tiens, on se met à deviner le plat, alors que c'est des recettes traditionnelles. Ce truc qui a changé, c'est tout simplement l'emplacement sur l'assiette et ça donne plus envie, ça devient contemporain et moderne. Ce qui peut faire plaisir aux gens qui vont visiter son restaurant. Il faut savoir qu'en 2016, lorsqu'il a ouvert, par exemple, là, c'est une petite salade pour faire un petit clin d'œil au drapeau de son pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu un énorme succès. Son resto, il a ouvert en 2016. Donc, il y a eu des visiteurs de la part de toute la planète, des touristes qui sont venus partout dans le monde pour découvrir les produits du patrimoine, enfin du terroir palestinien. Qu'est-ce qu'il faisait lui? L'avantage avec lui, c'est qu'il n'avait pas un menu qui est à la carte tous les jours, le même menu du tout. Il sortait chaque jour dans le marché, il allait rencontrer les agriculteurs, et il façonnait son menu selon ce qu'il trouvait sur le marché. Et il discutait énormément avec les vendeurs. Et souvent, dans les marchés palestiniens, c'est les femmes qui vendent les fruits et légumes. Donc, il discutait avec elles. Par exemple, s'il prenait cette herbe, il demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire avec quoi il pouvait associer ce légume, etc. Donc, il avait de très, très bonnes idées. En 2019, il y a eu la pandémie. Malheureusement, ça a changé plusieurs d'entre nous. Donc, il y a eu ceux qui ont arrêté de partager leur passion, d'autres, ça les a nourris. Il a eu la brillante idée de faire un podcast à la radio, déjà pour parler de recettes, pour partager les recettes avec les auditeurs, mais aussi une excellente idée, c'est des vidéos sur YouTube où il partait, malgré les restrictions, il partait chez les habitants, donc des Palestiniennes, des grands-mères, des mamans, pour redécouvrir aussi des recettes palestiniennes, des anciennes recettes traditionnelles palestiniennes. Donc, chacune des mamans ou chaque ménagère a son propre secret, sa propre recette, sa façon de faire, sa petite touche, exactement. Donc, lui, il était là pour pouvoir la partager. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite vidéo qu'on va découvrir ensemble. Donc, l'avantage pour lui, c'était vraiment de montrer au niveau international. Au départ, c'était juste pour occuper son temps parce qu'on était tous enfermés et il s'est retrouvé à voir que ça a vraiment voyagé au niveau international. Plusieurs médias l'ont contacté pour faire des interviews, pour découvrir avec lui sa passion.
mais aussi il a été contacté au niveau international pour créer une chaîne de restauration. Donc il a ouvert son premier restaurant en Angleterre, il faut le préciser, avec des produits palestiniens, des produits du terroir palestinien. C'est une première dans l'art culinaire palestinien. Ça s'appelle toujours Fawda? Non, Fawda en Palestine, lui, il s'appelle toujours Fawda. Mais c'est pas en Angleterre, Fawda. En Angleterre, d'accord. il a mis un autre nom. Il a même une boutique qui vend des produits terroirs palestiniens. Comment s'appelle le chef? Si on le retrouve sur les réseaux sociaux? Fadil Qattan. Fadil Qattan sur les réseaux sociaux. Exactement. Merci. Avec plaisir, Monia. Et puis Sahaïdak. Sahaïdak aussi, Sahaïdak à tous. Merci Wahida. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, je vous souhaite Sahaftakum premièrement pour aujourd'hui et demain. Et puis Sahaïdkum kul aam wa antum bkhir. Inch'Allah ta'idou bis-saha. Et bien sûr, nous n'oublions pas nos frères et sœurs palestiniennes qui subissent encore, et j'espère que يزل عليهم كل هذا الشيء وإن شاء الله يعيدوا بالصحة والهنا وفي الحرية surtout. Merci. Allez, au revoir.